jamais fait du journalisme pour être hyper bien payé, sinon j'aurais fait autre chose. Dans la plupart de mes interviews, même s'il y a des passages, il y a beaucoup de passages qui sont cutés, mais les vraies interviews que les gens voient, c'est peut-être 60% de la vraie vérité qui est dit pendant l'entretien. Elle a eu un petit blocage avec ça. Elle m'en a parlé après l'interview. Elle m'avait dit qu'elle n'avait pas trop aimé que j'utilise des angles un peu trop pointus envers elle. À Bouscapé, il se passe tellement de choses en une semaine. Tu pars une semaine, tu as l'impression d'avoir loupé 6 mois dans la boîte. J'ai renvoyé un mail, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois. Et j'ai fait ça, je pense, pendant peut-être 2 mois en fait. J'ai toqué à la porte. Et je suis tombé directement sur Amadouba, le boss. Je sais que le journalisme, ça sera qu'une étape dans ma vie. Et je sais déjà que j'aime trop la musique pour rester un journaliste toute ma vie. Du coup, je m'appelle Daryl Ngoufi, Ngoufi Moussa d'ailleurs. Je travaille chez Bouscapé. J'officie en tant qu'intervieweur sur un format qui s'appelle La Vraie Interview déjà, dans lequel j'interviewe des artistes sur leur parcours, artistes en tout genre, que ça peut être acteurs, sportifs, producteurs, managers, bref, j'en passe, c'est des meilleurs. Un autre format qui s'appelle Plus 2, une table ronde dans laquelle j'invite un invité, lui-même accompagné de 2 autres invités, qui vient de démarrer. On n'a fait que 3 épisodes jusqu'à l'instant. Et en plus de ça, je fais aussi des documentaires et reportages. C'est mes principales missions dans le média, quoi. Alors dans mon parcours, mes premiers contacts avec le journalisme rap, je pense que c'est vers la fac. Ouais, c'est à partir de la fac, quand je suis entré en information et communication, donc licence d'infocom que tu as fait aussi. Et c'était les premiers travaux qu'on nous demandait de faire de notre côté, tu sais, les travaux perso, où on te dit créer ton propre blog ou des choses dans le genre. À ce moment-là, soit je faisais dans le sport, soit je faisais dans la musique. Et il se trouvait qu'à ce moment-là, à l'époque, je voulais être journaliste de sport, parce que journaliste musical, ça n'existait pas vraiment, encore moins journaliste de rap. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu peut-être un essor d'une nouvelle génération, comme les Mehdi Maizi, Raphaël Dacruz, Wafama Mèche, via la sauce, la BCDR et d'autres programmes. Et c'est là que j'ai commencé à avoir une économie dans ce métier et que je me suis dit que c'était possible. Et je me rappelle que j'avais créé un petit blog, enfin une page Facebook en première année d'information et communication, qu'on devait faire une sorte de projet dessus et ça s'appelait Rap Ladder. En gros, j'avais dit ladder par rapport à le mot échelle en anglais, où je pouvais parler d'artistes plus ou moins grands, plus ou moins petits. Et je faisais juste des chroniques sur des albums que je kiffais, donc des albums qui pouvaient sortir dans l'actualité chaude, ou même des artistes plus petits, qui n'étaient pas connus par le public francophone, mais que moi je saignais de fou et que je voulais faire connaître, donc peut-être des découvertes pour les gens. Ça, c'était mon premier contact, donc c'était des petits articles qui étaient grave mal écrits, je pense, avec du recul. Ouais, Adlib, du coup, c'était un podcast que j'avais lancé tout seul au tout début. J'avais demandé à un de mes potes de me faire une petite cover, peut-être je vous l'enverrai si vous voulez avoir le logo de base. Mais en gros, c'était un truc tout bête où je voulais juste partager ma passion pour la musique. Et donc là, c'était un truc où il y avait plein de formats différents. Je pouvais faire des critiques d'albums, je pouvais faire des focus sur des artistes pas connus. À l'époque, j'avais fait Delala Ace, Bakary, d'autres rappeurs. Je pouvais faire des tops par rapport à l'année en cours, à l'année terminée, tu vois. C'était un podcast où en vrai, je parlais vraiment de tout ce qui me passait par la tête. Et ça pouvait paraître grave innocent, mais c'est comme ça que je me suis vraiment exercé pour la première fois à ce que je vais faire aujourd'hui, c'est-à-dire m'exprimer sur la passion qui me guide au quotidien. Et j'envoyais ça sur les plateformes. Au début, c'était que mes potes qui écoutaient ça. Après, c'était les potes de mes potes. Après, c'est des gens que je connaissais même pas du tout. Et l'histoire a fait que j'ai dû arrêter ce podcast parce qu'entre-temps, je suis arrivé chez Bouscapé. Et ouais, du coup, j'ai dû arrêter via mon entrée à Bouscapé. Et comment je suis rentré à Bouscapé, en vrai, c'est assez à la fois simple et un parcours du combattant. En gros, j'avais un stage de fin d'études à faire parce que j'étais en dernière année de licence information et communication à l'Institut catholique de Paris. Et en gros, il fallait trouver un stage de fin d'études qui durait 6 mois au total. Et moi, j'avais cette envie, du coup, pour poursuivre un peu mes activités à l'extérieur extrascolaire, de rentrer dans une rédaction de rap, de journaliste de rap. Et donc, à ce moment-là, j'ai ciblé un peu différentes rédacs qui pouvaient m'intéresser.
Dedans, il y avait Nova, Radio Nova, il y avait OKLM, et il y avait bien évidemment Bouscapé, parce que Bouscapé, c'est les numéros 1 et c'est un média que je regarde depuis que je suis petit, que mon oncle regardait et voilà, qui a traversé les générations. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma fac, moi, était à Saint-Placide, à côté de Montparnasse, et Bouscapé se situe à Montrouge, donc sur la même ligne de métro qu'est le métro 4. Et donc, c'était relativement proche en termes géographiquement parlant. Donc, sachant qu'en information et communication, j'avais pas beaucoup de travail, de toute façon, moi, je travaille pas beaucoup, donc j'avais beaucoup de temps libre. Donc, j'ai réuni mon CV, ma lettre de motivation, et je suis parti devant les locaux parce que l'adresse était sur Internet, il n'y avait rien de plus simple pour moi. Et donc, je suis venu, j'avais mon CV, ma lettre de motivation dans une lettre, et j'ai toqué à la porte. Et je suis tombé directement sur Amadouba, le boss du label, lapsus peut-être, mais le boss du média. Et il était au téléphone, je me rappelle, il avait ses AirPods. Et il m'a demandé en fait qu'est-ce que je foutais là. Et je lui ai dit que j'étais là pour postuler pour un stage en rédaction et que j'avais mon CV, ma lettre de motivation. Et il m'a dit, ah, moi je prends rien par papier, envoie-moi tout par mail. Et donc là, il m'a donné son mail que j'ai noté. Et il m'a dit de tout lui renvoyer, qu'il allait me répondre. Et donc là, à partir de ce moment-là, je l'ai envoyé, je pense, dès la fin d'après-midi. En tout cas, je ne l'ai pas fait en chemin, je voulais être chez moi pour être sûr de bien écrire le truc, d'envoyer un truc propre. Donc j'ai envoyé. J'ai pas eu de réponse à ce moment-là. Je crois que j'ai attendu 24 heures avant quand même de me dire qu'il fallait que je réitère le truc. Là, je lui ai renvoyé un mail. Il n'a pas répondu. À chaque fois, j'écrivais relance, hein. J'ai renvoyé un mail, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois. Et j'ai fait ça, je pense, pendant peut-être 2 mois, en fait, où j'ai envoyé à chaque fois un mail. Tous les jours, j'envoyais un mail. Et je sais qu'il y a plein de gens qui me prennent pour un fou par rapport à ça, qui me disent t'avais trop la déter, mais en fait, j'écrivais relance et j'écrivais un truc en 2 secondes. Donc en vrai, pour moi, j'avais rien à perdre. Tant qu'il me disait pas non, j'avais pas de raison d'arrêter. Donc je lui ai envoyé des mails, j'envoyais des mails. Et je sais qu'au bout d'un moment, même pour les gens comme ça qui sont beaucoup sollicités, le même blaze tous les jours, il commence à l'enregistrer et à se dire, mais en fait, il faut au moins que je réponde parce que aujourd'hui, je connais l'histoire d'Amad et je sais que lui-même, c'était un gars comme ça qui avait faim d'avoir sa chance. Donc voir un jeune qui l'harcèle pour au moins qu'on lui dise non, au bout d'un moment, ça allait lui parler. Mais pour le coup, j'ai pas eu de réponse de sa part au bout de 2 mois. Et au bout de 2 mois, je me suis repointé devant Bouscapé. Je me rappelle, ce jour-là, il pleuvait. Et en gros, je savais pas à l'époque, mais en fait, je pouvais rentrer dans le bâtiment sans digicode. Mais je pensais qu'il fallait un code, du coup, je restais devant. Et il pleuvait de fou et tout. Et du coup, je suis resté devant pendant longtemps, jusqu'au moment où une dame est sortie. Enfin, une dame qui s'avère être Aurélie Dugourgeot, qui est l'office manager chez Bouscapé, un peu comme RH pour ceux qui ne saisissent pas le terme. Et en gros, elle m'a demandé qu'est-ce que je fais là, quoi. Et je lui ai expliqué que j'envoyais des mails à Ahmad sans réponse. Et quand elle m'a vu, en fait, j'avais vu en plus sur son portable qu'il y avait une discussion WhatsApp avec Ahmad, donc je savais que c'était concret. Et donc elle m'a dit, je lui ai dit qu'en fait, voilà, j'envoie des mails en vain, que j'aimerais bien au moins qu'on me réponde. Et là, à ce moment-là, elle a envoyé un message à Ahmad. Et elle m'a dit, en plus, c'est drôle, j'en parlais avec elle il y a 2 jours, elle a envoyé un audio, en gros, elle a dit, le gars, il est déter, en fait, au moins réponds-lui, tu vois. Au moins réponds-lui. Je dis pas, je sais pas ce qu'il donne, mais au moins qu'il ait une réponse, quoi. Parce qu'il s'est déplacé, il a attendu longtemps. Et, donc, à partir de ce moment-là, je crois que le jour d'après, je reçois un mail en fin de journée de Thomas Renard, qui est le rédacteur en chef adjoint du site, qui me dit qu'en gros, ils ont bien reçu ma candidature et qu'ils ont envie de voir de ce que je donne. Donc, en gros, est-ce que je peux leur envoyer une petite news sur l'actualité chaude, histoire de voir ce que je donne. Et puis après, si jamais la news leur plaît ou alors qu'ils y voient quelques bons signaux, tu vois, qui puissent éventuellement me prendre en entretien. Donc il fallait d'abord que je fasse ça pour espérer un entretien. Je me rappelle, je l'avais écrit pendant l'article, je l'avais écrit à la fac et tout. J'arrêtais pas de le relire. J'ai mis 20 ans à écrire un truc comme on dit, j'écris en 1 minute. Mais vraiment, j'avais grave la pression parce que en un clic, en fait, il pouvait me dire non et tout annuler. Alors j'avais galéré jusqu'à présent. J'ai envoyé ça et le jour d'après, ils m'ont demandé mes disponibilités pour l'entretien. Par la suite, j'ai fait l'entretien. C'était un vendredi après-midi pendant le bol long que j'avais pas du mal à sécher. Et j'y suis allé. C'était assez spécial parce que Amadouba en entretien, c'est quand même quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie. Dans le sens où il joue le bad cop à fond et il va beaucoup te chercher. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas intimidés par lui en entretien.
honnêtement, je n'ai pas été tant que ça parce que j'étais tellement content d'être là, en fait, qu'on me donne ma chance, que comment dire, qu'on considère ma candidature. Et même pendant l'entretien, il me répétait des mots-clés, en fait, des phrases qui me donnaient que espoir pour la suite. Il me disait, mais tu sais, c'est pas parce que t'as du talent et tout qu'on va te prendre. Il y a plein de bons potentiels qu'on n'a jamais pris par rapport à leur mentalité, par rapport à leur comportement. Et alors que le fait qu'ils me définissent comme ça, je me dis, mais en fait, j'ai entre guillemets déjà gagné. Ça fait un peu défaitiste dit comme ça, mais que ça passe ou ça casse, en vrai, je n'allais pas m'arrêter là. J'allais continuer déjà même de postuler avec eux pour plus tard. Ou alors, j'allais enchaîner par une introduction parce que j'allais avoir ma chance tôt ou tard, je pense. Je pensais pas l'avoir aussitôt, honnêtement. Et donc, j'ai fait cet entretien-là. Après, j'ai attendu très très longtemps. Et j'ai attendu très très longtemps. J'ai attendu, je crois, 2 semaines et demie avant qu'on me réponde. Un truc comme ça. Et d'ailleurs, la première personne qui m'a dit que j'étais prêt à Bouscapé, c'était même pas Ahmad. C'était Nadjer à qui je passe le bonjour si tu jamais vois cette interview, qui travaille chez Sony et qui en gros est un peu proche d'Ahmad. Et j'avais un pote à moi j'ai un pote à moi, toujours, qui s'appelle François, qui travaille chez Sony. Et en gros, il connaît Nadjer, il avait dit à Nadjer que j'allais postuler chez Bouscapé. Et Nadjer, qui aime beaucoup Parler avec les gens et qui peut pas s'empêcher de garder les infos pour lui. Il était parti voir Ahmed, il a dit, il n'y a pas un gars qui s'appelle Daryl qui a postulé chez vous et tout. Et Ahmed lui avait dit qu'en gros j'étais pris. Et lui après il m'avait répété, je me rappelle après le concert de Laylo, qui était à l'Olympia le 13 mars, un truc comme ça, juste avant le confinement, qu'en gros j'avais été pris, que j'avais été pris. Et moi le gars je le connaissais depuis... à ce moment-là quand je le rencontre, Nadir, ça fait 2 heures que je le connais. Il me dit que je suis prêt à Bouscapé, donc je pensais qu'il se foutait de ma gueule et qu'il allait me porter l'œil, mais en fait il m'avait dit bien avant qu'on m'annonce que j'étais pris à Bouscapé. Donc par la suite, j'ai eu l'annonce officielle de Thomas Renard par mail. Et avant que je commence mon stage à Bouscapé, il y a eu le confinement. Et donc déjà, c'était en stand-by. J'ai eu très très peur que ça soit annulé. Honnêtement, pendant le confinement, je me rappelle, j'ai envoyé des messages à Thomas, qui devait être mon tuteur, qui a été mon tuteur d'ailleurs, pour lui dire que j'étais opérationnel pour commencer, si j'avais aucune base. Moi, j'avais jamais écrit dans une rédaction. Honnêtement, je ne vais pas écrire. Pour moi, c'était surtout une porte d'entrée chez Bouscapé pour faire plein d'autres choses après, notamment ce que je fais aujourd'hui. Et lui me répétait qu'en fait, c'était pas possible de faire la formation à distance, qu'il fallait attendre. Et j'avais vraiment peur que ça soit annulé. Finalement, on est passé de 6 mois à 3 mois. Et j'ai commencé dès le premier déconfinement, début juin, chez Bouscapé, à être rédacteur web. Et voilà, après ça a enchaîné. Bah, honnêtement, en vrai, quand je démarre le podcast Adlib, surtout, bon, plus que quand j'avais la petite page Facebook Rap Ladder, à ce moment-là, je suis pas dans une logique je sais pas, de me faire de l'argent ou même d'avoir une chaîne, un podcast pardon, grave suivi. Moi, en vrai, je voulais juste parler de musique, balancer, m'exercer. Donc, j'avais pas trop cette pression à ce niveau-là. Et honnêtement, rien que quand j'avais pris conscience que des gens comme, je répète, hein, mais Medji, Raphaël Dacruz, Wafa, Nifa aujourd'hui qui bosse chez Camino, faisaient une émission vraiment hebdo, non, quotidienne, c'est même pas hebdomadaire, c'était quotidienne, et qu'ils étaient payés pour ça, qu'ils arrivaient à se retrouver. À ce moment-là, je ne m'imaginais pas non plus qu'ils gagnaient des milliers et des cents, mais juste me dire que tu es payé pour ça, c'était déjà amplement suffisant. J'ai jamais fait du journalisme pour être hyper bien payé, sinon j'aurais fait autre chose. Directement. Je fais ça parce que c'est ma passion et même parfois je me dis, mais heureusement que je fais ça, hein, parce que je sais pas, je me connais quand je fais quelque chose que je n'aime pas, je suis vraiment une autre personne. Et heureusement que je suis dans un secteur où je me retrouve parce que sinon peut-être que je serais complètement perdu à l'heure actuelle. Bah ça c'était assez c'était ouf parce que en vrai j'ai fait déjà faire une alternance c'était assez compliqué à Bouscapé sachant qu'Aman n'est pas trop friand de ça parce que on peut être amené à faire plein de choses et le fait d'être j'avais un rythme où je faisais 3 semaines en entreprise, une semaine à l'école et en vrai c'est un rythme qui est plutôt cool tu vois pour les entreprises mais rien que cette semaine où je suis tout le temps à l'école à Bouscapé il se passe tellement de choses en une semaine, tu pars une semaine tu as l'impression d'avoir loupé 6 mois dans la boîte, vraiment il y a 10 000 projets qui se mettent en route, il y a 4 vidéos qui peuvent sortir, tu n'en as jamais entendu parler et le fait est qu'au moment où je suis en alternance, c'est le moment où je suis missionné aussi sur les documentaires reportages déjà dans un premier temps. Donc je suis plus que rédacteur web. Aujourd'hui je le suis plus du tout, tu vois. À alternance, je commence à faire les documentaires. J'avais
commencé à la fin de mon stage, début d'alternance avec le documentaire Damso, La Fascination, où en gros c'était Ismaël Mereghetti qui avait écrit le documentaire et qui avait fait l'interview avec Damso, et ils avaient besoin de quelqu'un pour les interviews en Belgique, et je les avais aidés par rapport à Prinsley et Lucendo Yakuza. Et après ça, Ahmad avait eu cette envie de me faire un peu plus travailler sur les documentaires, et c'est là que sur Hachik, par exemple, j'ai fait tous les autres intervenants à part Hachik où c'était encore Ismaël. Et après, c'était moi qui faisais vraiment tous les intervenants, plus l'écriture de documentaire. Et donc, vers le mois d'avril, en plus des documentaires reportages, il y a Franck qui arrive en tant que rédacteur en chef vidéo, Franck Yag. Et il a plein d'idées de concepts en tête, et notamment une interview qui s'appellerait l'interview parcours. Donc, comme son nom l'indique, qui retracerait le parcours d'un invité, que ce soit un artiste, un rappeur, un artiste en tout genre, en fait. Et il y avait notamment les noms d'Omar Sy, Assa Traoré, qui étaient directement dans notre tête à ce moment-là. Enfin, dans leur tête plutôt, parce que, en gros, c'était un format sur lequel ils voulaient un journaliste. Et Ahmad m'avait contacté pour que je lui donne le contact du journaliste qui s'appelle Newin, qui bossait chez Melchi en tant que rédactrice en chef et qui faisait beaucoup d'interviews, qui en a fait des très marquantes avec notamment Kalash Criminel, que j'ai en tête directement, Thomas Angel et plein d'autres. Et donc je lui avais donné son contact, parce que je l'avais eu en intervenante sur Hachik. Et en gros, elle avait répondu qu'elle n'était pas disponible à ce moment-là, qu'elle ne pouvait pas se mettre dans de nouveaux projets, parce que déjà elle quittait Melchi. Et en plus, elle créait son nouveau média qui s'appelle Origine, que vous avez sûrement déjà vu sur les réseaux pour ses témoignages graves, touchants et très intéressants, que je recommande d'ailleurs. Donc elle avait refusé, et Ahmad m'avait appelé par la suite. Je me rappelle très bien d'où j'étais quand il m'avait appelé par rapport à ça. J'étais dans ma chambre à Deuil-la-Barre à l'époque. Et il m'avait dit, ouais, Newin m'a dit qu'en gros, c'était mort pour elle parce qu'en gros, elle va bouger ailleurs. On ne savait pas qu'elle allait créer son propre média, mais elle va bouger ailleurs. Et après, il m'a dit, moi, je te cache pas que j'avais pensé à elle, mais j'avais aussi pensé à toi pour faire ce format d'interview parcours. J'en ai parlé avec Franck ne me connaissait pas, mais Franck aussi était plutôt, n'était pas contre l'idée. Et il m'a dit, et d'ailleurs on a un gros test avec le premier épisode du format, puisqu'on a Caris et Thérapie, qui seraient les premiers invités. À l'époque, ils s'étaient pas réconciliés, mais en tout cas qu'ils étaient de retour ensemble pour Château Noir. Et donc deux gros mastodontes pour commencer. Et en fait, Ahmad m'a dit, en fait, t'es chaud ou t'es pas chaud. Et moi, honnêtement, quand il me dit ça, je me dis, ah ouais, c'est chaud, c'est assez costaud. Mais je pouvais pas refuser parce qu'il y a des opportunités que tu peux pas refuser. Tu peux avoir l'impression que c'est trop haut pour toi. Enfin, même si tu as conscience de ton potentiel, mais même si tu te dis que ah, quand même c'est chaud, tu te poses 20 000 questions, tu es obligé de dire oui sur le coup. Donc j'ai dit oui. Et c'est là que j'ai commencé à préparer ça avec Franck. L'interview a été tournée. Et c'est là que la vraie interview, ça a démarré, que j'ai été reconduit sur les autres, quoi. Donc voilà. C'était la première fois qu'on te voyait à travers la caméra ou pas sur la... Alors la vraie interview, on ne voit pas à la caméra. Mais c'était la première fois qu'on avait ta voix, enfin en gros que toi tu étais sur un contenu vidéo. C'est ça, en fait c'était la première fois que je faisais une interview vidéo. En fait pour moi, honnêtement, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est comme si ça n'existait plus. Pour moi, ma première interview, c'est avec Caris et Thérapie. Parce que c'est la première fois que je suis vraiment entré dans l'exercice de l'interview où tu entends ma voix. Déjà rien que ça, c'est un détail, mais quand tu entends ta voix, que tu as un micro, dans ta tête, ça te fout une matrice en plus où tu te dis, faut pas que je bafouille, faut que j'articule bien. Ça veut dire qu'à tout moment, en fait, tu fais un partie intégrante de l'interview là où, quand je faisais des interviews pour des portraits écrits ou même pour des formats courts, j'étais plus en retrait. Je pouvais raconter n'importe quoi. En vrai, on retenait que l'intervention de l'artiste. Mais là, le fait d'être pleinement intégré au concept, bah, c'était fort de fou pour moi. Et en vrai, c'était pas facile, c'était compliqué parce que la vraie interview, ce qu'il faut savoir, c'est que l'interview parcours, au début c'était l'interview parcours, mais on appelait ça la vraie interview par la suite. Ça avait pour but de retracer le parcours des invités, casseroles comprises. Donc un peu de remettre au goût du jour les interviews sans filtre qui avaient été rendues populaires par Bouscapé dans un premier temps, par Rapelli dans un second, et par d'autres médias, j'en passe des meilleurs. Mais vraiment de revenir un peu à cette base de l'interview long format qui a fait le succès des médias rap aux premières heures. Et donc, en fait, ça m'a même pas conditionné, dans le sens où je pense que d'instinct, j'ai toujours eu envie de parler de tout avec les artistes. Et
Et donc ça n'a pas été compliqué, mais dans le sens où je démarrais un premier exercice d'interview vidéo, t'entends ma voix, je suis face à Caris et Thérapie, il y avait trop d'éléments à gérer. Mais ça, c'est ça le gros du sujet, c'était vraiment l'interview l'interview un peu casserole qu'on allait remettre au goût du jour. Et en vrai, ça m'a jamais dérangé parce que je pense que c'était dans mon ADN d'être sans filtre, sans tabou. Et je sais pas si on va en parler après, mais c'est un truc auquel les gens me raccrochent beaucoup. Je me rappelle quand bon après c'est un autre truc encore, on va en parler je pense après, mais qu'il y avait la table ronde avec Rof, donc c'était la première fois qu'on me voyait par contre à l'écran. En commentaire, ce qui revenait souvent, c'était « Ah, le journaliste, il est sans tabou, enfin un journaliste sans filtre ». Ou alors j'avais l'impression en fait à ce moment-là qu'on disait qu'on pensait que je faisais exprès de prendre un créneau de journalistes sans tabou qui veulent aller chercher les infos piquantes. En fait non, je suis juste moi, je pense. Et ça doit venir, peut-être ça doit remonter parce que ma mère c'est quelqu'un qui est aussi sans tabou, qui parle beaucoup, qui aime bien déranger les gens dès qu'elle parle, qui a pas peur en fait. Et moi c'est tout simple, je suis très curieux dans ma nature, j'aime beaucoup, j'ai trop de questions en tête. Et quand je regarde une interview, je regarde une table ronde, je me mets à la place du gars qui va regarder le truc, j'ai envie qu'il apprenne quelque chose. Moi je me pose plein de questions sur les gens que j'entends pas en interview. Et après c'est pas pour piquer les autres intervieweurs, je pense que chacun a son créneau. Moi, j'aime bien poser des questions qui me torturent l'esprit. Et dans un second temps, j'ai pas peur des rappeurs que j'interviewe parce qu'il y a aussi ce truc-là d'avoir peur de froisser. Je pense qu'on peut parler de tout, moi. Tant que tu arrives à aborder, tu arrives à bien introduire les sujets, tu peux parler vraiment de tout avec les artistes. Et c'est ce que je fais dans la plupart de mes interviews, même s'il y a des passages, il y a beaucoup de passages qui sont cutés. Mais les vraies interviews que les gens voient, c'est peut-être 60% de la vraie vérité qui est dit pendant l'entretien. Après, parfois, je comprends, il y a des réticences, il y a des peurs par rapport à certaines choses, peur de remettre au goût du jour des choses un peu enfouies et tout, donc je capte, mais j'ai jamais peur d'aller au fond des choses. Et vraiment, parce qu'on me le dit souvent, mais t'as pas peur là que Caris il dise quelque chose, t'as pas peur que Rof il dit, mais en vrai, j'ai pas peur des artistes. Vraiment, c'est même pas pour pour les mettre au défi, hein, mais il y a pas, en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de journalistes et tout qui ont un peu cette peur, qui sont un peu effrayés par les gens qu'ils interviewent. Je trouve ça un peu dingue. En vrai, c'est les gens quasiment les plus sensibles que j'ai pu rencontrer, tu vois, jusqu'à présent. Quand tu poses une question, que tu croises leur regard, enfin, parce que moi, je regarde toujours dans les yeux quand je leur parle. Genre, tu sens qu'il y a une sensibilité de fou en eux, donc je comprends pas qu'on puisse avoir peur autant d'un Rof que d'un Caris, que plein d'autres gens, tu vois, que d'un Tony Yoka ou d'autres. Non, en vrai, il y a pas à avoir peur, c'est un échange entre deux personnes et basta, quoi. Donc voilà, c'était juste pour cette petite aparté sur le sans filtre, sans tabou, quoi. Ouais, bah en vrai, tu me rappelles, j'ai 25 ans, salaud. Je me rappelle, j'ai 24. Mais en vrai, parfois je calcule pas trop. Surtout au début, je calculais pas trop parce que pour le coup, je trouve que j'avais pas fait grand chose encore. Mais parce qu'on a commencé très vite à me dire, ah, mais c'est un truc de ouf. T'as fait Caris Thérapie. Déjà, rien que là, ça commençait déjà à parler. Mais c'est vrai que dernièrement, c'est là que je réalise un peu plus. Quand je me dis qu'en l'espace d'un an, j'ai pu interviewer J-Drogba et Samuel Eto'o, à aucun moment dans ma vie, j'aurais pu penser ça. Mais vraiment, à aucun moment dans ma vie, j'aurais pu penser ça. Et il y a plein d'autres choses, il y a plein de rappels comme ça que tu te fais. Genre, un moment, il y a 2 fois où je me suis fait une remarque. C'est Dinos, j'ai toujours beaucoup écouté Dinos. Quand il est sorti Taciturne, Dinos, il avait fait une session d'écoute suivie d'une interview qui était animée par Mehdi Maizi. Et donc, il était accompagné d'Oumar Samake. Du coup, j'ai interviewé aussi après. Et donc, il y avait cette petite écoute de Taciturne plus une session questions-réponses avec le public. Et je me rappelle qu'à la question-réponse, tout le monde levait la main. Et j'avais pas pu poser ma question à ce moment-là. J'avais grave le seum de ne pas avoir pu poser mes questions et tout. J'étais passé j'étais passé en second plan. Tu vois, il y a plein de gens qui avaient des choses à dire. Et c'est tout à leur honneur, en vrai, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et à cette époque-là, je me rappelle, j'étais rentré chez moi et il y avait ma copine de l'époque qui était chez moi. Et elle m'avait dit, ouais, je lui avais raconté en gros comment c'était passé. Et je lui avais dit que j'avais pas pu poser ma question, j'avais un peu le seum. Mais en vrai, je me rappelle, c'est la seule fois où j'ai un peu bombé. J'ai dit, de toute façon, je pense que un jour, je vais l'interviewer. En tout cas, je parlerai avec lui, j'en suis sûr. Tu vois. Et aujourd'hui, en 2023, et j'ai écrit un docu sur lui. Et je l'ai suivi au Cameroun, je l'ai suivi au Sénégal. J'étais en studio ici il n'y a pas longtemps pour faire des voix off par rapport à un docu. Et c'est là que je me dis, en vrai, non, en vrai, quand tu fais le parallèle entre ce que j'étais avant,
quand je regarde 5 ans en arrière, par exemple, je me dis, mais en fait, ouais, j'ai trop avancé. Genre, je te parle de Medji, j'ai fait une table ronde avec lui. Raphaël Dacruz, je parle grave couramment, reste fréquemment avec lui. Enfin, il y a trop de choses qui font que j'avance. Les gens me le font remarquer, mais c'est moi tout seul que vraiment. C'est envers moi-même que je me fais cette remarque, sinon. C'est vraiment moi-même qui me fait réaliser que j'avance de l'avant. Et aussi, en vrai, c'est en général quand je vois des gens qui m'ont vu au tout début, quand je te vois toi, je sais que toi tu m'as vu commencer à être libre et je vois ce que je suis en train de faire aujourd'hui. C'est là que je ne peux pas nier en fait il y a un bon bout de chemin qui a été parcouru jusqu'à présent. Bah, moi, pour moi, c'était très important de faire ça. Et ce qui est bien, c'est que ça n'a jamais été forcé. Et ce qui est aussi bien, c'est que ça a toujours été ma volonté. C'est-à-dire que pour l'instant, ce qui est cool, c'est que à chaque fois que j'ai pensé je me suis projeté dans d'autres choses qui peuvent même être en dehors de Bouscapé, on me les a proposées dans le média. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à interviewer des rappeurs au tout début, même quand j'étais rédacteur alternant, tout ça, je me suis toujours dit, mais en vrai, j'aimerais trop faire des sportifs. Parce que moi, le sport, ça me parle de fou. Le foot, ça a toujours une grosse place, mais avant, c'était vraiment une grosse place dans ma vie. Et j'aimerais bien faire même des acteurs ou des profils, tu vois, plus variés. Et c'est là qu'on me propose de faire des Didier Drogba, des Tony Yoka, des Assa Traoré. Donc en vrai, ça ne m'ouvre pas parce qu'en fait, j'étais déjà dans cette perspective et ça me stimule vachement de faire des. Bon, Assa Traoré, c'était, je pense, l'interview la plus compliquée pour l'instant, personnellement, tu vois, que j'ai pu faire. Vis-à-vis du sujet, vis-à-vis de... Vis-à-vis du sujet, parce qu'on faisait la vraie interview, l'histoire d'Assa Traoré me touche pour plein de raisons, plus des logiques et des moins logiques, mais enfin si, toutes les raisons sont logiques à vrai dire. Mais ce qui était un peu, j'en parlais tout à l'heure en plus, ce qui était un peu délicat avec cette interview, j'avais appelé ma mère, je me rappelle la veille, c'est que je voulais aborder tout en fait. Je supporte grave son combat, mais je voulais parler même des sujets plus épineux parce que y a des sujets épineux avec tout le monde. Et s'il faut mettre en avant ce que certains détracteurs peuvent dire à propos d'Assa Traoré, bah, moi je voulais pas m'en priver. Même si ça me faisait mal, même si j'avais peur de la déséquilibrer, de la discréditer, de la décrédibiliser sur plein de sujets, bah, personnellement, même si j'ai une réflexion qui a duré genre 2 secondes, pour moi c'était naturel et normal d'en parler. Et je sais qu'elle a eu beaucoup de mal, enfin, elle a eu un petit blocage avec ça. Elle m'en a parlé après l'interview. Elle m'avait dit qu'elle n'avait pas trop aimé que j'utilise des angles un peu trop pointus envers elle. Même je l'avais recroisée après un plus tard. Et je pense qu'après coup, elle a pas de mal en tout ça. Ça se voit qu'elle aime bien, je dis ça, mais il n'y a pas de problème. Mais c'était un peu délicat dans le sens où je comprenais grave son positionnement. Mais dans la vraie interview, je ne peux pas faire de cadeaux aux gens, en fait. Que ça soit Assa Traoré, comme Anthony Oka ou je sais pas, demain si je fais Dieudonné, moi je dis un nom au hasard, tu vois, mais je peux pas faire de cadeaux aux gens. Donc ça c'était un peu compliqué. Et en plus ça c'est une femme avec une prestance, une aura, un regard, c'est très très fort. Franchement c'était un vrai duel. Franchement c'était un vrai duel cette interview. C'était pas j'ai dit la plus compliquée, mais c'était la plus intense, je pense, de ma jeune carrière. Ah, moi j'en fais pas trop, hein. Franchement, j'accorde pas. Bon, déjà, j'accorde pas d'importance aux études, mais je fais pas de fixette par rapport à ça, loin du tout. Moi, je pense que tout le monde peut faire ce que je fais. Enfin, tout le monde a la possibilité de faire ce que je fais. Pas forcément de la même manière, mais j'ai vraiment pas de problème avec ça. Au contraire, ça tue. Le fait que moi, j'ai pu faire un podcast avec un ordi et un casque, c'est ça là, je pense, la richesse de ce métier. Et un gars comme Mehdi, même s'il a pas d'études, même s'il aime bien faire souvent, genre, moi, je suis pas journaliste, j'ai pas fait d'études, mais en vrai, c'est le plus fort actuellement. C'est le plus pertinent, c'est celui qui arrive à ramener les plus gros artistes. Et le fait que ce gars ait pu avoir cette accessibilité au métier sans forcément passer par des écoles pour avoir sa chance ou autre, en fait, ça tue, c'est excellent. Et des journalistes de métier, en tout cas, qui ont fait des études de journalistes purs, il y en a très très peu dans ce secteur-là. Il y en a de plus en plus parce que maintenant, les jeunes journalistes en école peuvent se projeter dans ce secteur-là, pardon. Mais ceux de la vieille époque, il y en a pas beaucoup, hein. Ils se font plus. Il y a des Yerim Sarr, il y a des Raphaël Dacruz peut-être, mais il y a plein de gens qui viennent d'horizons différentes et c'est bien. Franchement, il y a plein de cracks qui sortent de nulle part, de partout. Donc
Non, moi, j'ai vraiment aucun problème avec ça, hein. Bah, en vrai, ça serait plus par rapport à l'école, je pense, quand on était tous alternants. Mais j'ai jamais ressenti de mépris. Mais plus, un peu, il y avait un peu de mystère, je pense, autour de ce que je faisais. Parce que on se demandait, ah ouais, mais il fait quoi exactement et tout. Mais je pense on m'a jamais méprisé ou négligé. Au contraire, je pense qu'on me voyait plus en 4K parce que je faisais des profils variés. Et surtout que j'arrivais à approcher des rappeurs ils ne voyaient que via leur photo de profil sur Spotify, tu vois. Donc, en vrai, on m'a jamais, je pense, négligé à ce moment-là. Et en vrai, enfin, moi, je trouverais ça hyper bête de négliger un gars qui est journaliste rap parce que, franchement, enfin, après, j'ai pas envie de comparer, mais c'est tout aussi louable d'arriver à faire une interview long format avec un rappeur qu'avec un ministre. C'est pas les mêmes codes, forcément, mais justement, en fait, peut-être que le gars n'a pas les codes, n'a pas les codes pour faire un ministre. Moi, j'ai les codes pour faire du rap, mais peut-être que je serais plus à même d'avoir les codes, d'acquérir les codes pour faire le ministre après que lui puisse se adapter dans mon sens. Donc, mais je veux pas envie de faire des comparaisons comme ça, c'est pas le but. Mais non, on m'a jamais méprisé par rapport à ça. Au contraire, le rap, là, ça devient, c'est la nouvelle chanson française, tu vois, c'est la nouvelle variété. Donc, ça attire, tout le monde en écoute, de près ou de loin, même sans s'en rendre compte parfois. Donc, j'ai pas l'impression qu'on méprise. Au contraire, on se dit, j'arrive à être un journaliste dans un média qui domine un secteur en pleine tendance. Donc non, j'ai jamais eu de ça, au contraire, bien au contraire. Alors, déjà, pour Bouscapé, j'ai envie de... Je pense que j'ai une très très belle page à écrire chez Bouscapé. J'ai encore plein de choses à faire. Donc, continuer à faire des vraies interviews, mais pas que, faire aussi des interviews tout court, donc des longues discussions dans lesquelles je pourrais plus être amené à avoir des conversations avec les artistes, pas forcément ce rapport un peu de dualité dans la vraie interview où c'est un peu plus tendu, mais des interviews plus légères mais qui seront pas moins intéressantes. Poursuivre les tables rondes aussi avec plus 2 qui pour moi est un concept où on peut amener on peut amener le truc tellement haut avec des invités tellement intéressants, des reportages documentaires tout aussi qualitatifs, plus qualitatifs que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Développer aussi d'autres formats. Enfin, je pense que j'ai beaucoup de choses à faire. Et rien ne m'empêche de les faire, de continuer de les faire à Bouscapé. Je pense que j'ai tous les instruments nécessaires tous les instruments nécessaires pour pouvoir perdurer dans ce média-là. Et voilà, après, je m'en cache jamais et j'en ai déjà parlé avec Ahmad, j'ai déjà parlé avec mon rédacteur en chef. Je sais que le journalisme, ça sera qu'une étape dans ma vie. Et je sais déjà que j'aime trop la musique pour rester un journaliste toute ma vie. Ça veut pas dire pour autant que je vais rapper, hein, je vais jamais rapper de ma vie. C'est impossible ça. Mais je sais que tôt ou tard, je sais pas quand ça arrivera, hein, mais je passerai de l'autre côté et je serai amené à bosser peut-être plus avec des labels, des maisons de disques, je sais pas à voir, mais je sais que j'aime trop la musique pour pas jumper de l'autre côté, mais je sais pas quand ça arrivera. Alors moi je suis arrivé avant eux tous. Anna nous a rejoint, je crois, un an et demi après que j'arrive. Lucas nous a rejoint après aussi. Et IB est arrivé à la fin. On avait déjà commencé des Bouscaginés et il s'est rattaché après. Il n'y a pas vraiment eu ce truc-là naturellement. C'est plus Florent Le Cerf qui avait une idée de concept pour mettre en avant des jeunes artistes, qui est management stratégique chez nous et qui a aussi sa structure qui s'appelle 135 Médias. Et il m'avait sondé, il m'avait demandé mes artistes un peu prometteurs que je voyais. Je lui avais répondu, je crois instinctivement Luther, Runa ou d'autres artistes. Il m'avait dit, tu sais quoi, faire un truc sur Luther là comme ça. Je l'avais fait, petit pilote, et après on avait commencé à faire Bouscagéné. Et naturellement, il a regroupé les jeunes de la rédac qui sont les plus propices à écouter cette nouvelle génération, parce que vraiment c'est ce qu'on écoute, on fait pas semblant. Et du coup, c'est comme ça que cette Bouscagéné, parce qu'on nous appelle comme ça aussi maintenant dans la boîte, la Bouscagéné, a vu le jour. Mais pour répondre à ta question sur les nouveaux journalistes, moi je trouve ça tue. En fait, j'aime trop cette nouvelle génération. Je pense à des Anges qui étaient chez Rap Punchline, je pense à Marwan, je pense à Elena Oliveri, je pense à Shaines, je pense à plein d'autres gens dans le milieu, Oumar Jawara qui est un peu plus avancé quand même chez Moonwalk, qui fait pas que du rap d'ailleurs, mais en fait toute cette jeune génération qui se rapproche qui me ressemble en fait, personnellement moi
ça me stimule de fou et ça me donne envie d'aller plus haut, d'aller plus loin parce que je sens qu'on est là pour tout arracher, qu'on a beaucoup saigné ce qui est fait par avant, on a ce respect-là et on a cette volonté d'élever le truc. Donc, moi, en tout cas, j'ai vraiment cette volonté d'élever le truc parce qu'on peut le faire, on a les moyens de le faire et il faut le faire aussi, surtout, en fait. Donc, ouais, non, franchement, moi, j'aime trop et je m'entends avec eux tous et on va le faire, j'en suis persuadé. Oui, après, ouais, après, à Bouscapé, franchement, c'est une petite famille, donc il y a pas de problème à ce niveau-là. Et puis non, il y a de la place pour tout le monde. Donc ouais, mais je suis d'accord sur le fait qu'on nous donne notre chance très rapidement. Personnellement, genre, rien que le fait qu'on me mette face à Thérapie, bon, j'avais 22 ans à l'époque, c'était un truc de fou. Et encore aujourd'hui, ça se concrétise par d'autres projets, parfois qui n'ont rien à voir avec le journalisme. Mais il y a pas longtemps, Ahmad, il m'a confié le projet des vins influents où je devais. Bon, on avait fait le classement, enfin, il y avait plusieurs personnes qui ont fait le classement, j'ai pas dit que j'ai fait le classement, mais il y a des gens qui ont fait le classement. Mais après, il m'a mis en charge un peu de la direction artistique du projet où je devais contacter les gens, choisir les visus, tout ce genre de trucs. Et en vrai, rien que ça, ça peut paraître tout bête parce qu'en vrai, les gens, en fait, c'est logique, mais tu résumes aussi ça à une publication sur Instagram où tu as le classement tout bête, mais en fait, il y a tellement de choses à faire au préalable, faut parler avec les gens, faut voir si leur description leur convient, il faut réajuster, il faut faire des visus individuels, il y a plein de choses à faire, mais rien que le fait qu'on me donne ce genre de choses, qu'on me mette en charge de ce genre de projet, c'est une confiance de fou et tu n'as qu'une seule envie, c'est de leur rendre la confiance qu'ils te donnent. Donc, clairement, c'est ma mission au quotidien. Bah, en vrai, le but avec plus 2, il n'y a pas vraiment de consigne. C'est une table ronde où, bah, en fait, le but, c'est tout simple. On prend un invité qui invite deux autres personnes. Et moi, ma mission à moi, c'est de trouver un sujet qui les concerne tous. Et après, ça part en freestyle. J'ai forcément mes petites étapes pour les rediriger parce qu'il y a forcément des sujets sur lesquels j'ai envie de les faire parler. Mais tu prends une table ronde pardon, avec Rov, Dre et Demon One va totalement être différente de celle que j'ai pu faire avec NASA et Sams par exemple, ou celle de Rov, Dre et Demon One, on partait de la compile du 94. Et en gros, en fait c'est aussi compliqué c'est aussi différent par rapport au profil, dans le sens où j'étais face par exemple à trois gars de la Mafia Cafri qui s'étaient pas vus depuis 10 ans, c'était une ambiance légèrement plus froide, où j'ai dû beaucoup les emmener sur des sujets où je parle beaucoup, où je donne beaucoup mon avis. Je sais que les gens kiffent cet épisode-là. Moi, j'aime pas du tout parce que je m'entends trop parler, à mon goût, mais il faut que j'apprenne à m'entendre parler. Il faut juste pas que je m'entende que parler, sinon ça va être compliqué à partir de ce moment-là. Mais ouais, c'est différent. Là, par exemple, je devais beaucoup les faire parler. Je contredisais beaucoup leurs paroles parce que eux, ils peuvent avoir parfois, ils peuvent avoir un peu ce côté boomer avec tout l'amour que j'ai pour eux. Ouais, la jeune génération, s'ils ne nous écoutent pas, c'est parce qu'ils sont pas respectueux et tout. Mais en fait, les gars, ils se font la gueule depuis 10 ans et ils se mettent jamais d'accord pour élever le truc et mettre au devant leur culture qui est incroyable, en fait. Et bon, bref, ça, c'était un autre sujet. Mais par exemple, NASA et Sams, là, par exemple, c'est une tier list où on classe les joueurs les plus importants de la Coupe du Monde. Et donc là, forcément, l'ambiance, elle est totalement différente, dans le sens où même moi, j'aime le foot. C'est-à-dire que si tu dis une connerie sur Lionel Messi, bah, même moi, ça va me dépasser. Donc si tu dis une connerie tout court sur le foot, en fait, ça va me dépasser. Donc là, j'ai un peu ce rôle de tour de contrôle parce que c'est moi qui gère la tier list, tout ça. Mais après, ça part dans les délires, dans d'autres délires. Le seul truc, c'est que j'ai tellement été missionné dans des sujets sérieux que je trouve, à mon sens, et ça, c'est quelque chose sur lequel je veux vraiment bosser, qu'on ne voit pas, c'est ma personnalité. Genre, il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis un gars qui reste sérieux tout le temps. Alors que les gens qui me connaissent vraiment savent que je suis pas forcément dans cette posture tout le temps. Et je pense que cet aspect un peu plus drôle, ce côté un peu plus léger, faut que je le développe, mais je vais le développer. Il y a plein de formats qui seront faits sur Twitch, sur plein d'autres choses cette année. Donc j'ai pas de doute là-dessus. Mais c'est sûr, sur plus 2, on peut être dans du divertissement pur et dur parce que parfois, ça part dans tous les sens. Genre, quand tu as un Yvick, en fait, il peut te raconter n'importe quoi, tu vois. Donc, il peut prendre un sujet très sérieux et il peut te sortir du truc en 2 secondes. Donc, non, il n'y a pas de limite avec plus 2. C'est ça que j'aime. C'est pour ça que je trouve que ça peut aller très très loin, ce format. Mais il y a plein de gens qui font des formats dans la même idée, que ce soit les Kian Kojandi. Là, j'ai vu il n'y a pas longtemps Raska qui a fait une sorte de petit déjeuner qui ressemble
pareil, mais on n'a rien inventé, ça existe depuis la nuit des temps, donc non, je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus. Ouais, bah en fait, ouais, moi c'est ma volonté aussi. Pendant très très longtemps, on a entendu que ma voix, et à un moment ça me frustrait un peu parce qu'on pensait limite, j'avais l'impression enfin, je n'ai pas l'impression, mais on me disait limite, ah c'est bien que tu insistes sur ta voix, mais en fait j'insiste pas sur ma voix, c'était pas une volonté de ma part, hein. Mais je peux capter parce que au bout d'un moment tu me vois que dans la vraie interview, même quand il y a des formats one shot, je pense à l'interview avec D6 qu'on avait fait en one shot, qui est d'ailleurs mon interview préférée, c'est la seule interview que je peux regarder de moi, c'est mon interview préférée. Tu vois, même là, on n'entend que ma voix, on me voit pas, on a l'impression limite que je voulais me cacher. Non, pas du tout. Je pense qu'il fallait attendre le bon moment pour me montrer, ça a été fait. Mais maintenant, ouais, on va enchaîner. Il y a des formats sur Twitch qui vont être faits pour, des formats sur Insta, sur YouTube. Peut-être des interviews, on va plus voir ma tête aussi. Mais ouais, le but, c'est pas de se cacher, au contraire. Et puis aussi, en vrai, même d'un point de vue aussi fierté, orgueil, j'ai envie qu'on mette une tête, qu'on pose une tête, un visage sur le gars qui fait les interviews et qu'on trouve à chaque fois, qu'on dit ouais, ça va 2 secondes de dire journaliste, oh le journaliste, oh, j'ai bien aimé le journaliste, mais en fait on ne sait pas à qui assimiler le truc, alors que moi j'aimerais bien au bout d'un moment que ça soit le cas, quoi. Alors politique, je sais pas, dans le sens où c'est pas un secteur qui m'intéresse fortement, pardon. Genre dans un domaine plus culturel fort, en fait je peux pas dire non parce que quand je fais des interviews, moi je suis. On me dit souvent, ah c'est bien parce que tu parles pas trop. En fait, je kiffe écouter les histoires des gens. Et c'est pour ça que je fais des interviews. C'est même pour ça que je suis journaliste. J'adore que les gens me racontent leur histoire. Je suis juste là pour les regarder, les accompagner, comme dirait Walid Acharchour, mais vraiment pour les aider, à les guider à placer leurs pions du mieux qu'ils peuvent et à les faire explorer des zones qu'ils n'ont jamais pu atteindre dans leur petit parcours. Donc moi, que ce soit des rappeurs, des acteurs, des gens dans le théâtre ou dans le cinéma ou autre, bah oui, bien sûr, je suis ouvert à tout tant que ça peut me permettre de pousser mon activité de journaliste jusqu'au bout. Franchement, ouais, je suis grave ouvert. Peut-être la politique un peu moins parce qu'il y a un peu moins de sincérité dans ce domaine-là. Et c'est pas un secteur que j'affectionne complètement. Et en plus, je suis pas très calé dedans et j'ai pas forcément envie de me remettre à niveau dans ce secteur-là. Donc politique, je mettrai un peu de côté. Mais sinon, je me ferme pas à d'autres domaines, hein, au contraire. Et non plus à d'autres supports médiatiques, tu vois. Tu me parlais de plateau télé, c'est ça? Franchement, pourquoi pas? Après, j'ai l'impression que sur Internet, on a un peu tout. On a Twitch qui est un peu la nouvelle télé, donc je sais pas si j'ai besoin de ça. Peut-être qu'ils ont besoin de nous, mais moi, j'ai pas l'impression d'avoir besoin d'eux. Donc là, je te dirais non, mais je suis fermé, je suis pas fermé à d'autres possibilités, hein, au contraire.